Je vous retrouve après plusieurs mois de silence. Je m'en excuse, la fin de l'année pour moi a été un petit peu compliquée. Je suis tombée enceinte et j'étais très très fatiguée. J'espère que pour vous, la fin de l'année s'est bien passée. Donc moi, je suis encore fatiguée, mais comme j'ai remarqué qu'on était encore en janvier et que ça me manquait de faire des vidéos, je me suis dit que c'était dommage de ne pas en profiter pour faire un petit peu tard un bilan de l'année 2021, de revenir sur mes lectures, surtout celles que j'ai préférées en espérant que ça puisse aussi vous donner des idées de lectures sympas à faire en 2022, si vous n'avez pas encore, bien sûr, rempli totalement vos piles de livres à lire. De mon côté, j'ai eu 7 coups de cœur en 2021. Donc j'ai lu au total 52 livres, un peu plus qu'un par semaine, mais il y en a vraiment 7 qui m'ont marqué sur le coup quand je les ai lus. Et donc c'est de cela dont je veux vous parler en priorité aujourd'hui. Donc, par ordre chronologique, le premier livre que j'ai vraiment aimé, c'était, Les Villes invisibles d'Italo Calvino, donc c'est une réédition bien sûr. L'édition, originale, enfin le livre est sorti en 1972, en 74 en français pour la première fois. Donc, c'est un auteur bien connu, un livre bien connu, mais moi je ne le connaissais pas et comme il a été réédité en folio, eh bien en 2021, c'était l'occasion de le découvrir. Donc c'était mon coup de cœur du mois de mars, j'en avais pas eu avant. Et donc, qu'est-ce que c'est Les villes invisibles? En fait, c'est une collection de textes sur des villes qui sont, imaginées, qui sont, certaines complètement délirantes, qui sont d'autres, vraiment poétiques. Et donc ces textes sur les villes sont répartis en grandes séries, qui sont, presque des grandes catégoristiques, qui répondent presque à des grandes caractéristiques, pardon, du monde urbain. Donc on a les villes et la mémoire, les villes et la mort, les villes et le désir, on a les villes et l'Ancé, on a toutes sortes de séries comme ça et donc chaque texte appartient à une série, et les séries sont pas présentées les unes après les autres. Donc on a vraiment un fourre-tout de villes étranges et qui vraiment attisent notre curiosité. Donc on est vraiment, plongé à la découverte de dizaines de villes. Certaines se ressemblent, mais en fait, on se rend compte, au final qu'elles se ressemblent pas du tout. On se croit en terrain familier et puis on perd pied. Enfin, c'est vraiment à la fois déstabilisant et passionnant de lire cet ouvrage. Donc, pour faire un pont entre toutes ces villes, il y a des dialogues, des conversations entre 2 personnages humains, qui sont, le Grand Khan et Marco Polo et donc, ils tiennent des conversations qui sont comme, à l'image des villes, en fait, tantôt, très pragmatiques, qui ont l'air d'être très réelles, d'autres fois très philosophiques, d'autres fois, ubuesques, complètement invraisemblables et leurs conversations portent toutes plus ou moins sur ces villes étranges et aussi sur la gestion d'un empire gigantesque. Parce que du coup, le Grand Khan, dans son empire, il n'a pas une visibilité, enfin, il a pas une visibilité parfaite de son empire et ces villes qui sont décrites, elles pourraient être dedans ou elles pourraient ne pas l'être et il n'en a aucune idée. Et donc c'est très intéressant de découvrir tout ça. Donc on se promène un peu dans le livre, sans savoir où on va mettre les pieds. Dans l'édition folio de 2021, ils reprennent une présentation de l'ouvrage et aussi des interviews données par Italo Calvino en 72 et 73 et j'ai trouvé que c'était vraiment un plus parce qu'il explique son processus créatif. Vous savez, on dit souvent qu'en écriture, soit on planifie les choses, soit on y va, en freestyle et on voit après. Donc Italo Calvino, j'ai l'impression qu'il était un petit peu entre les 2 parce qu'il explique qu'il a, comment dire? Qu'il a commencé à coucher sur le papier ces villes qu'il avait dans la tête, sans vraiment savoir quoi en faire et donc il écrivait sur des feuilles et puis il fourrait ça, dans un coin et au bout d'un moment, il a tout rassemblé et il a commencé à organiser ça en séries. Les séries ont changé au tout cours du temps, enfin en séries, en catégories de villes et puis au final, il a figé ses catégories, il a ajouté ses morceaux de texte, entre le Grand Khan et Marco Polo qui à la base avaient rien à voir avec le avec ces histoires de villes et ça a fait un petit bijou en fait et je trouve ça très intéressant de voir, comment, au final, en partant de rien, en partant de quelque chose qu'il a juste couché sur le papier comme ça à la volée sans savoir quoi en faire, il a fait un livre qui vaut vraiment la peine, d'être lu. Donc voilà, le coup de cœur du mois d'avril, cette fois j'en ai eu un en avril, le mois d'après, c'est complètement différent. C'est un manga, c'est un shonen,
C'est le premier tome de la série Shy de Bukimi Miki, donc j'espère que je n'écorche aucun nom, mais probablement que je vais le faire. Et donc là, c'est une histoire complètement différente. C'est, l'histoire d'une jeune fille, une jeune lycéenne japonaise. On est dans un futur proche où chaque pays a un héros attitré et du coup, il y a des héros qui sont super badass, mais malheureusement, l'héroïne du Japon, sa caractéristique principale, c'est d'être une grande timide. Et du coup, ben, ça lui fait pose plein de problèmes. Elle se sent pas légitime en tant que héroïne, surtout par rapport au héros américain qui est une espèce de justicier de Captain America. Le héros britannique qui est une rockstar à la David Bowie, super glam. Et elle, c'est juste la petite lycéenne un peu mal dans sa peau qui, en plus, qui a enfin voilà, qui a vécu, renfermée tout le temps, qui la pousse à fuir toutes les situations difficiles, qui n'a pas d'amis, enfin et elle doit vraiment sortir, de sa zone de confort pour sauver les gens. Mais chaque fois qu'elle sauve les gens, elle a peur de faire mal, puis parfois la presse est pas tendre avec elle, donc c'est vraiment le calvaire pour elle d'être une super héroïne et on voit déjà dans ce tome 1 comment elle va pouvoir évoluer dans le reste de la série et surtout qu'il se trouve que, ben, il y a une nouvelle menace qui fait son apparition, que tous les héros doivent s'allier, qu'elle va devoir un petit peu, ben, prendre son courage à 2 mains et s'affirmer en tant qu'héroïne. Donc voilà, j'ai trouvé ça, très sympathique, les dessins, sympas, plein de personnages attachants. Pardon, j'ai dit qu'elle était lycéenne, mais en fait elle a 14 ans, donc peut-être plus collégienne. Hem et donc en personnage, attachant, il y a par exemple l'héroïne russe, qui est complètement déjantée, qui s'appelle Spirits, enfin c'est son surnom parce qu'en fait elle est en permanence, saoule. Elle, prend de la vodka tout le temps, mais elle a un grand cœur et du coup ça donne lieu à des scènes assez marrantes où elle essaye de prendre, Shai sous son aile, mais en fait, bon comme elle est bourrée en permanence, c'est un petit peu compliqué. Et donc voilà, c'est super sympa à lire, c'est, à la fois, ça peut être sombre et ça peut être comique. Donc voilà, c'est une lecture très divertissante. Donc ensuite, j'ai eu un autre coup de cœur, en fait, au mois d'avril, qui était un tome 4 cette fois, mais qui peut se lire, sans trop de difficultés de manière indépendante. Et je l'ai adoré parce que c'était aussi complètement déjanté. J'avais envie d'humour, c'est peut-être la période en ce moment, j'avais envie d'un truc, pas sombre et complètement, fou. C'est une aventure de Wiley Chase, donc ça c'est la série de Andy McDermott. C'est l'Alliance de la Genèse. Donc Wiley Chase, la série, c'est un peu un plaisir coupable. C'est une sorte de série B, imaginez une série B pleine d'effets spéciaux, d'explosions partout à la Alerte Cobra, avec un mélange d'Indiana Jones. En gros, Wilde et Chase, donc c'est, Nina Wilde et Eddie Chase, qui sont un couple, qui vont à la recherche, d'objets perdus, de trésors archéologiques, qui ont toujours des théories délirantes sur l'évolution de l'histoire de l'humanité. Et Nina White, donc elle, c'est le cerveau, c'est très cliché, hein, comme comme série, c'est pour ça que c'est un plaisir coupable. Nina Wilde, c'est le cerveau, c'est, l'archéologue, la scientifique, aux théories controversées mais brillantes. Edith Chase, c'est la brute, le mec à l'humour, beauf, qui, tire sur tout ce qui bouge, en gros, c'est un petit peu ça. Qui n'est pas beau mais qui a un charisme de dingue, enfin vous imaginez. Et du coup, où ils vont? Bah, il y a toujours des explosions, il y a toujours des trucs, qui se passent. À mon avis, les gens qui sont vraiment archéologues, si jamais ils disent ce truc, ils doivent être en PLS, enfin, ça doit être horrible pour eux parce que, voilà, là où ils passent, tout explose. Parce qu'il y a toujours des méchants, des milliardaires, des gens des sociétés secrètes à leur trousse. Et du coup, là, en l'occurrence, il y a aussi, donc l'organisation qui est à leur trousse, elle est, surpuissante, bien sûr, encore plus que les autres. C'est l'Alliance de la Genèse qui cherche à faire, disparaître toutes les traces d'une certaine civilisation
et donc ça commence par un chapitre où en fait presque toute leur expédition est massacrée et décimée sans qu'ils comprennent pourquoi. Et du coup, voilà, ça commence très fort et je vous dévoile vraiment pas, la suite en fait, parce que l'intrigue est complètement folle. Elle nous emmène dans toutes les directions. On se dit: «Mais non, ils vont pas oser faire un truc aussi fou». Enfin, l'auteur va pas oser nous emmener dans cette direction aussi farfelue, mais en fait, si, il y va, il y va. Donc il faut aimer, les retournements de situation, les scénarios qui n'ont ni queue ni tête. Mais voilà, c'est comme si vous regardiez une série B, de n'importe quoi, le dimanche, c'est plutôt appréciable comme lecture. Surtout que du coup, Nina Wilde, c'est un peu on va caricaturer Hermione Granger et Edith Chase, c'est un peu Rambo. Donc vous les imaginez tous les 2 en vadrouille, hem, du coup c'est plutôt jouissif, on va dire. Et donc ça, c'est paru, chez, Gravelotte. Super suivant, donc j'en ai pas eu en mai, j'en avais eu 2 en avril, c'était bon, ça suffisait comme ça. J'en ai eu un en juin avec, le tome 8 de Gamaran, le tournoi ultime de, Yosuke Nakamaru? Ouf, bon, vous voyez. Si vous tapez Gamaran, le tournoi ultime, vous allez trouver, chez Kana. Et donc ça, c'est, aussi, un shonen apparemment. Je suis assez néophyte en manga, excusez-moi. En tout cas, ça m'empêche pas de les apprécier. Et donc là, on suit la en fait, c'est dans la continuité de mes autres coups de cœur. Je pense que j'aimais plutôt le n'importe quoi en 2021. Hem, donc cette série, je conseille plutôt de la prendre au début parce que au bout d'un moment, on peut perdre le fil. Il y a vraiment, une intrigue sous-jacente qui se développe au fil des tomes, donc c'est important de poursuivre, de le prendre pas trop loin dans la série. En gros, l'histoire, ça semble assez basique au début, mais c'est l'histoire d'un tournoi qui est organisé, un tournoi d'arts martiaux, qui s'appelle le tournoi des 100 lames, qui vise à déterminer, ben, qui est le meilleur guerrier, qui est le guerrier ultime. Sachant qu'il y a déjà eu un combat qui a déterminé, qui était, le guerrier ultime, mais là ça recommence mais en fait ce tournoi, c'est surtout un prétexte pour des manœuvres politiques et ça on le voit apparaître, petit à petit et donc dans ce tome 8, il y a tous ces ingrédients-là. Il y a des combats, qui sont riches en action, qui sont longs, détaillés, donc si vous aimez pas ça, ben, ça va pas être votre truc. Il y a des moments plus introspectifs où on voit que la psychologie des personnages est également développée. Ça, c'est toujours, surprenant parfois dans des on croit lire un manga de combat et se dire: «Ben, voilà, ça va juste être un manga de combat» et en fait, on a quand même une psychologie des personnages qui, tente d'être travaillée, même si ça va pas non plus, chercher super loin. Et puis toutes ces histoires de complot, donc il y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, il y a des enjeux, qui se complexifient au fur et à mesure de la série et là, ce tome 8, c'était vraiment, le tome qui concentrait, tous ces bons ingrédients pour moi. Donc voilà, c'est un tome que j'ai particulièrement aimé. Donc on continue toujours en juin par, La vie invisible d'Ady Larue, du coup de Victoria, Schwab, chez Lumen. Que j'ai, beaucoup aimé, qui est un livre fantastique. Alors je l'ai beaucoup aimé sur le moment et puis ensuite ça a un peu retombé. J'ai un peu, vu les défauts que j'avais pas, ressentis à la lecture. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui grandit en France à la fin du XVIIIe siècle et qui est une paysanne, qui est promise à un mariage, plus ou moins arrangé et qui n'est pas du tout intéressée à l'idée de se marier, qui veut, sortir de sa condition, qui veut être libre et en fait, elle est amie avec une vieille sorcière qui lui dit qu'il y a des esprits et cetera et qu'il faut absolument pas qu'elle fasse appel à eux la nuit venue. Sauf que vous imaginez bien que, voulant, hem, refuser ce mariage, voulant s'en sortir, elle fait appel à un esprit qui, qui fait un pacte avec elle. Évidemment, comme dans toutes les histoires de pactes, je dirais pas que c'est le diable, mais de pacte avec un esprit, puissant. Ça tourne plutôt mal pour, cette jeune fille qui s'appelle Adeline et surnommée Adi et en fait, elle, condamnée à
certes, elle peut y vivre libre, mais elle est condamnée à être oubliée de tous ceux qu'elle croise. Donc, c'est-à-dire qu'elle va croiser quelqu'un, il va se souvenir d'elle une minute, et puis dès qu'il aura les yeux tournés, il va oublier qu'elle existe et il va lui reparler à nouveau comme si c'était une nouvelle personne. Donc, certes, ça peut l'attirer d'ennui, mais c'est aussi usant psychologiquement pour elle, puisqu'en fait, elle n'a plus d'attache, ses parents ne la reconnaissent plus, donc très vite, elle va couper les ponts avec son milieu d'origine, et puis elle ne vieillit pas. Donc on la retrouve en 2014 à New York. Elle a traversé les siècles, elle a changé, elle a évolué, mais elle essaye de tester en fait les limites de sa malédiction pour voir comment elle pourrait retourner ce marché contre l'être avec qui elle l'a passé. Et donc tout le livre alterne en fait entre, ce moment en 2014 où elle essaye de devenir, maîtresse de son destin et tout le temps qui s'est écoulé entre. Donc on a des chapitres où on voit son évolution, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a vécu. Et donc voilà, ça m'a captivée quand je l'ai lu d'une traite. Après coup, j'ai trouvé que c'était, peut-être un peu trop porté sur la proximité humaine en termes de rapport, physique, sexuel, hem mais je sais pas, c'est un truc que je me suis dit après coup. Par contre sur le moment, j'ai vraiment apprécié de lire, la manière dont elle essayait de filouter pour s'en sortir, la manière dont elle, essayait coûte que coûte de se faire, de laisser une empreinte en fait dans le monde. Et donc, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelques moments philosophiques aussi sur qu'est-ce qu'on était au final, une fois qu'on était mort, qu'est-ce qui restait de nous, en tant qu'être vivant. Donc c'est une réflexion sur, l'oubli qui est un peu plus générale. Donc ensuite, j'ai pas eu de coup de cœur ensuite pendant un petit moment avant novembre, où là, j'ai vraiment aimé un autre manga qui est, Entre les lignes. Donc je n'ai eu que le tome 2 entre les mains, mais j'ai réussi à raccrocher les wagons sans problème. Entre les lignes, c'est de Tomoko Yamashita et c'est publié par Kana. Donc dans ce manga, alors pour le coup, ce manga-ci, ça porte sur un sujet qui peut sembler beaucoup plus sombre, enfin qui est beaucoup plus sombre, puisque c'est l'histoire, d'Asa Takumi, qui a 15 ans et qui a, tout récemment perdu ses parents dans un accident de voiture. Et donc elle emménage chez sa tante, qui est la sœur de sa mère, et elle n'avait jamais rencontré sa tante auparavant puisque sa mère et elle étaient en froid. Et elle doit du coup, cette jeune fille, faire face à la fois à son deuil, au fait de découvrir son nouvel environnement, de finir sa vie scolaire, alors qu'en fait tout le monde n'est pas au courant qu'elle a perdu ses parents et elle veut pas qu'on le sache. Et puis elle doit aussi apprendre à connaître sa tante qui est une femme, assez renfermée, qui, est auteure de romans pour adolescents, qui a un caractère, voilà, très introvertie, qui aime sa solitude, qui aime avoir son espace, qui était pas du tout prête à accueillir quelqu'un chez elle, encore moins, une adolescente, parce qu'elle est elle-même, dans certains côtés très adolescente et qui surtout revoit, en la personne d'Asa, sa sœur qu'elle détestait. Et du coup, c'est aussi intéressant du point de vue de cette tante qui s'appelle Makio, qui, a du mal à faire son deuil puisqu'elle, elle était vraiment en rivalité avec sa sœur. Et puis elle découvre que peut-être finalement sa sœur ne la détestait pas autant que ça, que peut-être effectivement il y avait eu des mots quand elles étaient adolescentes, mais que la relation aurait pu être sauvée ou, en tout cas qu'elles auraient pu, à nouveau communiquer. Et maintenant elle a perdu toute possibilité de le faire puisque sa sœur est morte. Donc ça paraît assez sombre, mais il y a plusieurs moments, très amusants, d'interaction entre, Makio et Asa puisque c'est les 2 personnages, au caractère, très différents. C'est, vraiment dans les relations entre les personnages que j'ai apprécié ce manga. Et du coup, il, prend son temps pour installer son atmosphère, pour installer son rythme. C'est voilà, c'était plutôt, appréciable. C'est à la fois du coup doux, puisqu'il y a beaucoup de douceur, ou de maladresse en tout cas dans les interactions entre les personnages, mais aussi, poignant parce que le sujet en lui-même, est un sujet, poignant.
Les dessins sont très bien, travaillés, les expressions des personnages, les décors et du coup, ça arrive à ne pas être glauque et à ne pas être mièvre, tout en étant, comme je l'ai dit, doux et sombre à la fois. Heu, voilà. Donc c'est le seul tome pour l'instant que j'ai lu de cette série, mais j'espère en lire d'autres. Et mon dernier coup de cœur, je crois que ça fait bien 7, c'est, un coup de cœur que j'ai eu en décembre in extremis avec le tome 3 de la série, Cassidy Black, qui est une série jeunesse. Donc ce tome 3 s'appelle Le Pont des âmes. Donc Cassidy Black, c'est une jeune fille qui a échappé de peu à la mort et qui depuis peut voir les fantômes. Elle est tout particulièrement liée à un fantôme, qui est celui qui l'a sauvée de la mort, s'appelle Jacob. Et du coup, on est durant l'été, elle voyage avec ses parents qui sont des espèces de reporters du surnaturel, qui font des documentaires pour la télé, sur les villes, particulièrement hantées du monde. Donc ils ont d'abord visité Édimbourg et Paris et cette fois ils sont à la Nouvelle-Orléans. Donc à chaque fois c'est une ambiance, différente. On découvre des éléments, sur la ville, on a une petite carte. Donc moi je connaissais Édimbourg et Paris et du coup je trouvais que c'était, super bien fait. Qu'effectivement, il y avait des endroits que je reconnaissais dans les descriptions, que sur lesquels, voilà, les informations qui étaient données étaient pas fausses, étaient pas et que c'était sympa de les voir sous cet angle, un petit peu fantastique. Je connais pas la Nouvelle-Orléans, mais ça m'a aussi beaucoup plu. Donc on commence toujours par un petit tour d'horizon, de certains lieux hantés de la ville et puis ça dégénère, toujours dans chaque tome, il y a une menace qui arrive et là, cette menace est particulièrement redoutable et du coup, Cassidy, heureusement, va avoir, accès entre guillemets à, de nouveaux alliés, toujours en essayant de cacher la réalité à ses parents qui sont, chasseurs de fantômes, hem, enfin chasseurs de fantômes, reporters du surnaturel, un petit peu à la Mulder et Scully avec l'un qui y croit, l'autre qui y croit pas du tout. Et la personne qui y croit, ben, elle croit peut-être en des trucs un peu farfelus. C'est la mère de Cassidy et pas forcément, à ce qui est la réalité de cet univers, surnaturel, dans le monde de Cassidy Black. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, le fait que la menace était encore plus importante que dans les tomes précédents, la description de la ville qui est aussi bonne que dans les tomes précédents, les interactions, avec les parents de Cassidy qui ne soupçonnent encore rien, les interactions avec les autres personnages, Jacob, notamment et les nouveaux amis de Cassidy et et voilà et la couverture, si vous l'avez en papier, est encore une fois très intéressante. Dans chaque tome, on a une espèce de comment dire? Film en filigrane, je sais pas comment dire, ça brille et en même temps, en fait, Cassidy, son lien avec les fantômes lui permet de passer à travers un voile un peu comme le voile du réel, de passer dans le monde des esprits. Et donc elle soulève un voile. C'est montré à chaque fois superbement dans les couvertures. Enfin, moi, quand j'étais gosse, j'adorais les trucs qui brillaient. Bon, maintenant, j'avoue, encore aussi. Du coup, à chaque fois, ça attire mon attention. Et donc, Cassidy, j'ai pas expliqué le principe, mais Cassidy, elle passe sous le voile. Et au début, elle faisait juste se balader au début de la série, mais au fur et à mesure en fait, de ses aventures, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait accorder la paix, entre guillemets, aux fantômes qui étaient derrière. Et donc, c'est ce qu'elle fait derrière le voile. Sauf qu'évidemment, tout le monde n'est pas pour qu'elle fasse ça, et notamment d'autres êtres surnaturels. Et donc, c'est un petit peu le problème qu'elle rencontre dans ce tome-ci. Voilà pour mes coups de cœur de l'année 2021. Donc voilà, parmi les autres livres que j'ai lus et que je peux vous mentionner comme bah, voilà, qui m'ont, semblé intéressants. Je peux vous citer, pour les amateurs de livres jeunesse tout d'abord, pour les très petits, il y a de nouveaux, Trotro et Zaza qui sont sortis. Donc ma fille a beaucoup aimé Trotro et Zaza au musée. Hem, donc voilà, de Bénédicte Guettier. Il y a aussi Susan et la photo de classe, un tome 9 qui est sorti, d'Émilie Chazeran et d'Amandine Pugh. Donc voilà, chez Gallimard, et Gulfstream Éditeur, respectivement.
Chez Lumen, il y a une série très sympa, il y a 2 tomes qui sont sortis, déjà, c'est «Il était une fangirl» d'Ashley Poston, où on suit, des romances, geeks, on va dire, mais qui reprennent, les codes, des contes de fées. Donc très sympathique à lire. Dans le même univers, on découvre, une série, SF Starfield, qui est adaptée sur le grand écran et ça pose plein de grands problèmes, aux protagonistes qui sont fans de la série ou des films ou pas du tout. Mais en tout cas, ils en profitent pour trouver l'amour et ça, c'est plutôt bien. Ensuite, toujours en jeunesse, on a le tome 2 de L'Ordre du Cygne, donc Les Crocs de l'Ombre de Virginie Salobir qui est sorti chez Gulfstream Éditeur. Donc là, c'est quelque chose de plutôt, pour les, jeunes adolescents ou plus vieux. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le lire, c'est, médiéval, c'est, fantasy, c'est un ordre de chevaliers comme, son nom l'indique. Avec des jeunes apprentis, des jeunes écuyers qui font face à un royaume méchant avec de la mauvaise magie. Donc ça peut sembler un peu cliché, mais en fait c'est super bien écrit, les personnages sont attachants, donc c'est plaisant à lire et à découvrir. D'ailleurs, j'ai le tome 3 qui m'attend sur ma pile de livres à lire, donc je vous en dirai des nouvelles de manière un peu plus détaillée. Donc ensuite, pour les amateurs de SF, on avait la suite d'une série bien connue de Martha Wells qui a remporté de nombreux prix, qui est Journal d'un assassin. Donc le tome 6, c'est Télémétrie fugitive. C'est paru chez La Talente cette fois. Donc Assassin, c'est un robot, mi-robot, mi-androïde, enfin on sait pas trop, mi-organique, mi-robot, qui était programmé pour tuer, qui a réussi à pirater sa programmation au début de la série et qui depuis essaye de naviguer ben, dans la société, sachant qu'il n'a pas de place vraiment attitrée, puisque il n'est pas censé avoir forcément une indépendance. À la base, c'est une unité de combat, une unité de défense utilisée par les grandes corporations et du coup qui elle est enfin, c'est quelqu'un qui ne se définisse pas en termes de genre, qu'elle est une identité à part entière, ben, c'est un petit peu inédit et surtout, qu'elle, se sent, à la fois attirée et répulsée par les humains. Donc il y a plein d'éléments comiques, il y a les fans de séries télé, un peu nanars, hem et cherchent à vraiment à protéger les humains, et pestent fréquemment contre leur idiotie et la manière qu'ils ont de se mettre toujours dans des situations super compliquées. Donc voilà, il y a des côtés action, il y a des côtés SF, il y a des questions, philosophiques sur l'identité de cette personne et aussi, voilà, action SF comique. Donc voilà. Pour les amateurs de SF aussi, qui aiment flirter avec la fantasy, il y a les Chroniques d'Harmonie. Donc j'ai lu le tome 1 pour l'instant, il y a le tome 2 qui m'attend sur ma pile de livres à lire, qui donc est une série de Patrice Lessina, donc auto-éditée et je trouvais qu'elle était plutôt rondement menée, donc c'est plutôt du côté jeunesse, mais enfin ça se lit sans problème en étant adulte. Voilà, donc ça commence, de manière très, fantaisie, avec, Gwenaël qui est un serviteur dans le palais du duché d'Harmonie et puis un jour, tout dérape, il est, témoin d'une altercation, il prend un coup et à partir de là, il se rend compte que la réalité qu'il, connaît ou croit connaître, n'est peut-être pas la bonne et qu'il se passe des choses, bizarres dans ce royaume, d'harmonie, enfin dans ce duché d'harmonie et donc tout dérape à partir de là et je vous en dis pas plus parce que sinon je pense que ça lève un peu trop déjà, les clés du mystère. Mais c'est rondement mené, il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a un bon rythme donc donc toujours pour les amateurs de SF, je pense qu'on ne présente plus, Estelle Faye. Donc, il y a son livre Un reflet de lune qui est paru chez Actu SF en 2021. Je pense que c'est une réédition. Donc voilà, c'est la suite d'un éclat de givre pour ceux qui connaissent. Ça se passe dans un Paris post-apocalyptique, pardon, post-politique aussi peut-être, où on suit, Chet qui est chanteur de jazz, qui est à la dérive, qui est une loque, qui se retrouve dans des situations,
invraisemblable, et qui, du coup, sait pas quelle direction donner à sa vie et surtout, comment faire pour survivre. L'univers dépeint est plaisant, est plaisant est plaisant à découvrir et pas plaisant pour les protagonistes, mais plaisant à découvrir et du coup, voilà, si vous aimez, le jazz, le style d'écriture, de l'auteur, vous avez aimé Un éclat de givre, ben, vous pouvez mettre ce livre-ci sur dans votre liste. Qu'est-ce qu'on a d'autre en SF? On avait Golden State, de Ben Ash Winters, aussi paru chez Actu SF et qui fait un petit peu penser, hem, à d'autres, comment dire? Qui se nourrit d'influences diverses, qui pour suivre Monsieur Ratessic, qui est un membre, des spéculateurs dans un monde où la vérité, doit toujours triompher, où on ne peut pas mentir, où on ne peut même pas, donner d'approximation. Il est plutôt bon, dans son métier, mais moins que son frère, aîné qui est décédé, enfin qui a disparu cruellement et du coup, ça prend la forme d'une enquête policière où, encore une fois, on va se rendre compte que la vérité, c'est peut-être un petit peu subjectif et donc cet enquêteur, chevronné, acquis à la cause, de sa société, de son pays, va petit à petit, déchanter et découvrir des choses, un peu plus sombres qu'il ne l'imaginait sur le fonctionnement de son pays. Donc vraiment, bien aimé sans que ça soit un coup de cœur. Donc ensuite on a, toujours en SF, le tome 1 de Time Salvager de Wesley Chu qui, va être adapté apparemment, par Michael Bay en film. Ça vous donne déjà un peu le ton. C'est l'histoire d'une terre encore, dévastée, où les ressources sont presque inexistantes et où en fait, toute la survie de la terre se base sur des voyageurs temporels qui vont chercher des ressources dans le passé. Du coup, l'un d'entre eux, James, qui est aussi, dépressif, semi-suicidaire, enfin, vous voyez, le héros un peu fracassé, se voit proposer un contrat compliqué, mais qui pourrait lui permettre de devenir libre parce que, il y a un contrat avec un certain nombre d'années à remplir pour son employeur. Quand on est, voyageur temporel, en général, on n'arrive pas jusqu'au bout et donc lui, là, il a l'occasion peut-être de devenir libre, donc il accepte, mais il se rend compte que ce contrat, c'est un petit peu une entourloupe et à partir de là, il va briser toutes les règles, du voyage temporel tel qu'il les a intégrées lors de sa formation et se mettre à dos un peu tout le monde et donc c'est là que Michael Bay, je pense, rentrera en action dans le film avec, probablement des explosions, des scènes d'action, des trucs, de partout. C'est pas déplaisant à lire, mais la psychologie des personnages n'est pas non plus, le point fort de l'ouvrage, on va dire. Et dans le style, si vous aimez les voyages temporels, bon, je ne peux que vous conseiller, si vous les avez pas déjà lus, toute la série de Poul Anderson. Donc ensuite du côté des amateurs de fantasy, j'ai lu, Pierre de Vie de Jo Walton, qui est paru, chez Folio SF, donc c'est une édition, poche et qui, raconte l'histoire, d'un petit village, Appelkirk et plus précisément de Tavef, qui est une femme qui vit. Donc Pierre de Vie, ça fait référence à la vocation des personnes dans cet univers. Tout le monde a une vocation, à une tâche précise, pour laquelle il est fait. Donc elle, Tavef, c'est la vie domestique, c'est la vie, du manoir, d'Appelkirk. Elle est faite pour ça. Malheureusement, il y a des gens qui vont arriver dans ce manoir et qui vont un peu, tout bouleverser. Mais vraiment le cœur de l'histoire, c'est cette vie, domestique, c'est la manière dont cet événement va prendre place, heu, au milieu de jours qui se ressemblent finalement un peu tous. Donc il faut vraiment aimer les univers, fantastiques travaillés et plutôt, même s'il y a des scènes d'action, plutôt, les atmosphères, les ambiances que, les grandes aventures. Puisqu'on sort pas en fait du périmètre, du village et très peu de celui du manoir en fait. Pour ceux qui aiment les choses un peu plus oniriques, toujours dans la fantaisie, en fait, les éditions Calidor ont republié Ludembrume d'Op Mirlies, qui est un ouvrage, très vieux à la base il est paru en anglais en 1926 et qui emprunte beaucoup aux contes de fées. On suit, le maître Nathaniel Chanteclair, qui est le maire de Ludembrume, qui est une contrée, nichée tout contre le royaume de Féerie, mais qui fait, beaucoup d'efforts pour ignorer tout ce qui est féerique, tout ce qui est magique, tout ce qui est le royaume de Féerie
Il y a même des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer ou voilà, on utilise des expressions détournées pour parler de ce qui est magique. Malheureusement pour ce Nathaniel ah pardon, pour ce Na oui Nathaniel qui est très, pragmatique, très les pieds sur terre, un peu british, vous voyez, heu, gentleman british, en fait la magie va commencer un peu à fuir du royaume de fantaisie, si on peut dire ça comme ça et du coup, il va devoir, gérer tout ça. Voilà, voilà, donc si vous aimez tout ce qui est, onirique, contes de fées, personnages, un peu, obligés de sortir de sa zone de confort, eh bien, c'est pour vous et enfin, le dernier livre dont je voulais parler, c'est juste pour, en fait, c'est plutôt, reparler de la collection que tout le monde connaît, à 2 € chez, Folio, donc Folio Gallimard, qui a ressorti des classiques encore cette année comme tout le temps. Comme, qui sort toujours des classiques, mais ça vaut vraiment le coup pour découvrir des choses. Moi, il y avait plein de d'ouvrages que je connaissais pas. J'ai découvert des choses sur les haïkus, j'ai découvert, voilà, j'ai lu aussi, pour la première fois Ovide, ils ont sorti un recueil de textes d'Ovide, extrait des Héroïdes. Donc ce sont 10 lettres écrites par des grandes héroïnes de la tragédie antique à destination du coup de l'homme qu'elles aiment ou qu'elles ont aimé. Hem et voilà, ça m'a plutôt captivée. C'est étonnamment, moderne et à la fois, on sent que ça enfin voilà, ça paraît parfois, plus moderne que ce qu'on pourrait, supposer et donc c'est une série, si vous avez vraiment un petit budget et que vous êtes curieux, on l'oublie souvent quand on n'est plus en études, mais ça vaut le coup de s'y pencher et de se laisser tenter, pour 2 € par quelque chose, qu'on n'aurait pas choisi, forcément, si on avait, dû mettre plus d'argent dedans ou si on nous avait tout simplement dit: «Ben, tiens, et si tu lisais Ovide?» Voilà. Donc voilà pour mon, tour d'horizon un petit peu long, de mon année, 2021. Donc vous pouvez retrouver toutes les chroniques de tous les livres que j'ai lus sur le site des chroniques, de l'imaginaire. Je vous mettrai le lien vers mon profil, directement. Et je reviens bientôt, j'espère, pour vous parler, de mon bilan de lecture de janvier, 2022, puisque j'ai déjà lu, quelques livres. Alors j'en ai pas lu énormément en 2022, je suis toujours un petit peu, fatiguée, mais j'en ai quand même lu 3. Donc je vous en parlerai à l'occasion et puis, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu aussi, certains des livres que je vous ai mentionnés, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et qu'est-ce que vous prévoyez de lire en 2022? Parce que ça m'intéresse, ma pile de livres à lire est un peu vide et comme je vais être en congé maternité, ben, je vais avoir un petit peu plus de temps. Donc voilà, je suis curieuse de savoir, ce que vous voulez lire. À bientôt!